Alors Adélaïde, petite carte d'identité si je puis dire, militante de premier plan en Belgique. Tu es donc une jeune Namuroise engagée qui se bat pour que les institutions prennent conscience de l'enjeu climatique. Tu es notamment à l'origine de la marche pour le climat qui a rassemblé des milliers de jeunes dans les rues de Bruxelles. Très proche de Greta Thunberg, il paraît que c'est ta meilleure pote, ce que j'ai cru comprendre. Ton énergie débordante force l'admiration de tes aînés. Alors, merci de venir aujourd'hui, malgré le fait que tu aies une extinction de voix. Oui, bonjour à tous. Donc, désolé si ma voix n'est pas au top, quoi. Ça va, en fait. Moi, on m'avait vendu ça comme on ne t'entend plus. Mais... Ce matin, j'avais plus de voix. Mais c'est pour ça qu'on t'a fait passer en dernier. C'est justement pour que tu puisses récupérer vraiment au maximum. Bah, écoute, justement, j'ai prévu une petite... Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion, ce qui, du coup, te permettra encore pendant quelques secondes de ne pas devoir parler. Alors, ton nom, qui est souvent associé à celui d'Anuna de Wever, il est connu en Belgique, ça c'est indéniable. Et pourtant, je t'ai vraiment découverte en fait, au début de l'été avec le reportage de la RTBF, La Meuf du Climat. Et c'est marrant parce que du coup, c'est comme ça que je parle de toi auprès de tout le monde. Je dis toujours La Meuf du Climat et les gens comprennent. Et alors, j'ai adoré parce que ce qu'on a vu, c'est que derrière le jeu des médias, derrière ce que les médias finalement avaient fait de toi, t'étais une meuf hyper normale. Alors, prends pas mal ce que je dis, t'es brillante, etc. Et peu de jeunes pourraient supporter la pression de ce que t'as fait jusqu'à présent. Mais en même temps, je trouve que t'as quelque chose de super simple qui rend du coup ton combat assez accessible en fait. Et je crois que c'est ça qui fait le succès peut-être de l'engagement qu'il y a autour de vous. C'est ce côté presque trop normal en fait de vos profils par rapport à des profils plus, je sais pas moi, entrepreneuriaux qui paraissent tellement inaccessible parce que peut-être on se dit c'était surdoué et personne peut être comme ça, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'hyper simple et je vais du coup faire un rapport à ce que j'ai ressenti la première fois qu'on s'est rencontrés, donc il n'y a pas si longtemps que ça, où je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ma pote alors qu'on se connaît depuis 10 minutes, quoi, tu vois. Donc, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plus une réflexion. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai eu, en fait. Oui, c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est ce que j'ai entendu de énormément de jeunes quand ils ont eu l'occasion de voir ce documentaire qui a permis de montrer aux jeunes belges, principalement wallons, que notre mouvement des jeunes pour le climat, ou même juste en général être actif aujourd'hui dans la société, être engagé dans un projet, ben, ça peut être accessible facilement et ça démarre pas d'une idée clé où on se dit là on y va et ça marche et tout de suite on a de la presse qui arrive. Non, c'est vraiment, ça démarre de peu, ça démarre de quelques actions, quelques projets qui après aboutissent à beaucoup plus. Et c'est entre autres grâce à ça qu'on a en plus été chercher apparemment plein de jeunes qui nous ont rejoints parce qu'ils ont dit ben moi je savais pas que je pouvais aussi m'engager, je pensais qu'il fallait bien parler en public ou qu'il fallait ne pas avoir peur des caméras ou qu'il fallait comprendre ce que c'est le dérèglement climatique, être scientifique. Et en fait ils se sont dit bah, apparemment tu es une jeune qui est à l'UNIF et qui vit sa vie d'étudiante et apparemment tu peux aussi t'engager. Donc c'est vrai que ça a permis d'ouvrir, casser un peu cette porte-là. Après, il y a quand même, entre autres, en côté que je vais appeler plus privilégié, c'est qu'il faut quand même du temps, accès à l'information. Et du coup, c'est un privilège de pouvoir aujourd'hui être engagé et actif dans la société, quoi. Alors, je vais aller carrément de l'autre côté de ma réflexion, avec une autre réflexion que moi j'ai eue en discutant de toi avec d'autres personnes. Beaucoup de gens te font un peu comme un peu poil à gratter, quoi. Ils se disent oh là là, elle arrête pas de nous parler du climat, c'est un peu chiant, etc. Parce que tu viens les titiller, parce que tu bouscules les codes, parce que tu as l'air de penser qu'au climat et qu'il n'y a rien d'autre dans ta vie. Et pourtant, quand j'expliquais aux gens, je disais non, en vrai, elle est vraiment cool, elle ne parle pas que du climat. Ils me croyaient pas, notamment avec l'image que tu as eue dans les médias qui paraissait un peu chiante, quoi, en fait. Comment ça se fait selon toi que les gens aient cette image justement un peu plus négative de l'autre côté? C'est très clivant finalement. Ouais, non, mais c'est tout à fait normal. Déjà, il y a un moyen d'action pour ramener un message qui passe par la désobéissance civile. Donc d'abord, j'ai commencé par rater les cours. Et donc, ça donne pas une super image au départ. Et puis, c'est pour ramener un message qui n'est pas facile à entendre. C'est-à-dire que je viens mettre en avant le message de scientifiques qui essayent, eux, de mettre en avant depuis plus de 30 ans qu'on fait face à un dérèglement climatique, qu'il y a urgence, qu'aujourd'hui, la plupart des catastrophes naturelles qui s'intensifient et qui sont de plus en plus fréquentes sont en fait dues à un réchauffement planétaire et que si on n'agit pas dans les 10 prochaines années, clairement, on va rentrer dans un cercle vicieux qu'on ne pourra plus arrêter en tant qu'humain. Donc, le message n'est pas agréable à entendre et en plus, il faut pouvoir changer et le changement vers lequel on doit aller, c'est un changement qui va changer
codes de la société d'aujourd'hui. La manière dont notre journée se déroule va devoir complètement changer. Et c'est soit on décide de le changer, soit la nature le changera pour nous. Donc c'est pas facile à entendre, c'est pas un message qui est agréable. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut communiquer aujourd'hui qui sont beaucoup plus fun et que les gens ont envie d'écouter. Donc c'est un message que j'ai décidé de vouloir mettre en avant, mais j'aurais pu mettre un message qui était beaucoup plus fun si j'avais envie juste de parler de musique ou d'autres choses. Revenons justement un peu à l'origine de ce message. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'un jour, on t'associe au climat? Qu'est-ce qui a été un peu au début de tout ça? Il faut savoir que moi, j'étais pas du tout activiste ou même conscientisée sur l'urgence du dérèglement climatique il y a 2 ans. Mais peut-être qu'il y a eu un changement, c'est que j'ai voulu... un jour, on m'a proposé justement d'être en contact avec Hanouna de Wever, qui lançait ses grèves, et elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait parler en français pour la presse. Et du coup, je l'ai rencontrée, elle m'a expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Et très vite, d'abord, j'ai eu des réunions avec des scientifiques, comme Jean-Pascal Vanni-Perzel ou Olivier Descuter, des professeurs aujourd'hui d'université aussi, qui m'ont expliqué le dérèglement climatique, un peu la science derrière, quoi, pour avoir un peu l'info. Et puis, il y avait en parallèle de l'information, l'action, la proposition de commencer à faire grève, de commencer à aussi, parce qu'entre autres, à côté de faire grève, on allait aussi, et on va encore aujourd'hui dans des écoles pour parler à des jeunes de tout ça, parce que c'est pas inclus dans le cursus scolaire aujourd'hui. Et donc, il y avait le moyen d'action qui est passé par là, et il y a eu l'attention médiatique qui a permis au message de complètement... passé à travers la société belge et qui a un peu forcé Hanouna et moi-même de devoir continuer à en parler et aujourd'hui d'avoir aussi cette responsabilité de surtout continuer à en parler parce que la presse en a fait nous a un peu fait des visages du climat. Mais c'est jamais ce qu'on avait demandé de base. Le premier message, c'est de vouloir mettre au centre des discussions politiques et publiques le dérèglement climatique. Tu te sens piégé par ça, justement, le fait de te retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un des visages? Je me sens pas du tout oppressée vers ça ou pas du tout. Je pense que j'ai eu une opportunité incroyable et qu'il fallait la prendre, sauter dessus, et que si j'étais pas là, il y aurait eu un autre jeune. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres jeunes qui le font et qui arrivent à sauter ces opportunités pour en parler. Et d'ailleurs, il y a une demande qui est énorme que ce soit parler du climat dans des conférences, à l'école, dans toutes les institutions, même politiques. Et donc notre mouvement est beaucoup appelé pour venir parler de tout ça, quoi. Pourquoi est-ce que la jeunesse mondiale s'est levée quasi de manière synchronisée il y a plus ou moins 2 ans, notamment lors de la marche pour le climat? Qu'est-ce qui a donc déclenché ça? Est-ce que c'est Greta toute seule ou bien il y a eu d'autres choses qui sont venues s'imbriquer et créer ce qui s'est passé quasi dans le monde entier? J'ai pas la réponse exacte parce que je sais pas, mais mon hypothèse, c'est qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Déjà je pense qu'il y a eu des générations au-dessus de moi, des adultes qui ont semé des graines, qui nous ont parlé de cela, qui ont ouvert des portes, et ça a permis à notre jeunesse d'être prêt à écouter le message et surtout à l'intégrer. Et puis, je pense qu'il y a eu quand même des éléments déclencheurs, comme que ce soit Nicolas Hulot qui démissionne en France, que ce soit Greta Thunberg qui commence ses grèves. Enfin, ça s'est passé à 2 jours d'intervalle en 2018. Il y a eu des grèves... il y a eu aussi énormément de marches ici en Belgique. Il y a eu à la COP24 la Belgique qui était... qui a clairement eu une très mauvaise image internationale à cause de son manque d'engagement. Et ça, c'est gênant pour des citoyens belges aussi. Donc, à ce moment-là, on a envie de pouvoir s'engager et de dire, on va essayer de rattraper ça aussi. Au niveau international, on sera la jeunesse qui se lève le plus pour le climat. Et donc, essayer de reposer un peu de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a eu plein d'événements comme ça qui ont créé des déclics. En Belgique, on s'est lancé, mais dans tous les pays du monde, ça s'est passé. On a un mouvement qui s'appelle le Fridays for Future, qui est la branche belge, ça s'appelle Youth for Climate. Et ce mouvement international des jeunes pour le climat, en fait, est présent dans presque tous les pays du monde
entier, même des pays où il est très très difficile de pouvoir s'exprimer, mais justement, c'est pour montrer que la jeunesse, peu importe notre culture, notre langue, il n'y a pas de frontière à ce message, on doit pouvoir en parler parce que tout le monde sera touché et surtout, en fait, je dis que tout le monde est touché, mais des personnes sont déjà touchées aujourd'hui, donc c'est une question aussi de justice sociale. Et donc, cette thématique du dérèglement climatique n'est pas seulement une question de CO2 dans l'atmosphère, mais toute une question de changement de vie qu'on va devoir commencer aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir inclure tous les mouvements sociaux, toutes les différentes ONG qui mettent en avant des messages, les inclure dans la transition qu'on est en train d'entamer aujourd'hui et qu'on n'aura pas le choix de le faire parce qu'en plus, aujourd'hui, ce sont des promesses politiques aussi. J'allais y venir justement, depuis le début de votre combat, qui finalement il y a seulement 2 ans, enfin ça a été très très vite, comme le disait tout à l'heure Ibrahim, les 2 ans de Covid, on va les oublier, ils n'ont presque pas existé. Qu'est-ce qui a changé C'est des choses positives qui ont peut-être changé, quoi et dans quel domaine, au-delà des promesses politiques dont tu parles? Donc, moi, je suis active dans ce milieu-là du dérèglement climatique et de suivre vraiment à la lettre toutes les intentions politiques, etc., sur cette thématique depuis que 2 ans. Mais ce que je remarque depuis ces 2 dernières années, c'est que ce qui est sûr, c'est que grâce au mouvement des citoyens, grâce au fait que le citoyen s'est emparé le sujet et a dit « moi, je veux qu'on parle de ça » et il sera au centre de la table et on ne va pas me sortir de la rue ou de peu importe de mes conférences, on ne va pas mettre ce sujet à côté, sur le côté tant qu'on ne le règle pas, eh ben, ça a imposé la thématique, ça a imposé le débat au centre des discussions politiques aussi, entre autres. Et donc, ce qu'on remarque d'ailleurs à un niveau européen, par exemple, c'est que ces 2 dernières années, ils ont mis en avant un plan pour un package comme ça, pour faire face au dérèglement climatique, qui s'appelle le Green Deal, qui est un package politique où on retrouve des ambitions et maintenant, aujourd'hui, on doit encore y travailler, mais enfin, ils doivent encore y travailler, mais des ambitions politiques pour vraiment pouvoir entamer cette transition, changer notre agriculture, changer la manière dont on se transporte, changer les échanges internationaux en général, etc. Donc, il y a tout qui va changer dans les 10, 15 et 30 prochaines années en Europe, la manière dont on va vivre, parce qu'on fait face à une urgence. Donc, il y a aujourd'hui au moins un plan sur la table qui a changé peut-être pendant ces 2 dernières années. Ce plan, il n'est pas assez ambitieux selon les experts, selon entre autres le dernier rapport du GIEC qui est sorti cet été et qui nous annonce qu'on va atteindre un réchauffement planétaire dans les 10 prochaines années de 1,5 degré. Donc c'est énorme. Il faut savoir que c'est une promesse que nos plus de 195 pays ont faite en 2015 à Paris, de nous dire on va essayer de limiter le réchauffement planétaire à bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5. Quand j'aurai même pas 30 ans, on y sera. Et donc l'action doit être beaucoup plus rapide que ce qui est mis sur la table aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on doit encore se mobiliser et qu'on doit encore être présent dans les rues. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'être présent dans les rues ou d'imposer ce débat au centre de la table, en fait, ça permet de voir des réelles réactions et des réelles actions qui se déroulent. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le choix. On ne peut pas imaginer un monde sans sans des actions concrètes pour faire face au dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'il y a le monde politique qui, peut-être, je dirais, l'action la plus flagrante, c'est de dire on enlève les pailles en plastique et c'est la révolution dans le domaine climatique. Et puis il y a le monde aussi des sociétés. Et j'ai l'impression que les entreprises ont été encore plus concernées et très vite concernées par toute cette responsabilité sociale et sociétale. Et alors du coup, il y en a beaucoup qui se sont engagés pour le climat. Alors il y en a certains, c'est peut-être de façade, d'autres, c'est vraiment quelque chose de très ancré. Tu y crois, toi, justement, à l'impact des sociétés pour le climat ? En fait, elles ont un rôle énorme et une responsabilité énorme. Et je pense que toute société aujourd'hui qui investit, on en parlait tout à l'heure, dans la transition, a tout compris et a compris que ça sera le futur. C'est comme ça qu'on va devoir vivre dans les prochaines années et c'est un changement permanent. Donc, il faut pouvoir investir dans ça. Et donc, si c'est qu'une façade aujourd'hui, mais on le disait tout à l'heure, ils devront en payer les conséquences. Donc, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent en faire. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a
déjà énormément de sociétés qui bougent, qui se disent en fait déjà ça nous coûtera moins cher parce que le coût de l'action coûte moins cher que le coût de l'inaction et du coup ça nous permettra réellement d'être l'entreprise de demain dont les citoyens auront besoin. Donc il y a des leaders aujourd'hui et il faut pouvoir les suivre. Mais pour moi, les réels leaders de cette transition, ce sont tous les citoyens qui entament déjà une transition, c'est-à-dire qui ont déjà un projet qui soit neutre en carbone ou qui leur permettent d'avoir une agriculture qui capture du CO2, etc. Ça, ce sont des citoyens qui sont pour moi les leaders d'aujourd'hui et de demain et qui nous montrent qu'il y a un chemin à suivre, qu'il est déjà là, donc des solutions existent et on peut commencer par ça aujourd'hui. Donc moi, pour moi, ces citoyens me donnent énormément d'espoir et surtout me donnent envie de continuer, quoi. C'est vrai que j'avais pas été jusqu'au bout de ce que je voulais peut-être dire, mais effectivement, tu dis les citoyens, c'est eux qui aujourd'hui ont un impact qui est énorme, notamment sur les sociétés, parce que les sociétés, parfois aujourd'hui, sont gênées de faire certaines actions ou de certaines mauvaises choses pour le climat, et donc c'est le citoyen qui vient leur rappeler, et j'ai l'impression que le citoyen peut-être a plus de pouvoir aujourd'hui sur les sociétés d'entreprise que sur le politique, en fait, qui a un temps beaucoup plus long et qui prend beaucoup plus de temps à prendre des décisions, les acter, etc. Donc j'ai l'impression que le changement passera en grande partie aussi par les entreprises, en fait. Ah mais c'est sûr, et il passera aussi par les entreprises. On a besoin des entreprises pour entamer cette transition. Ce qui est sûr, c'est que comme tu l'as dit, les citoyens en fait sont les leaders et les CEO d'entreprise ou nos leaders politiques sont en fait des followers. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué ces 2 dernières années, c'est qu'ils regardent le citoyen. Et si le citoyen n'en parle pas ou ne bouge pas, ça ne bougera pas au niveau de l'entreprise et ça ne bougera pas au niveau du politique. Du coup, le citoyen a un réel lead à créer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que si on regarde tous une pub aujourd'hui, la 3/4 des pubs vont vous parler de la voiture électrique ou d'un monde qui change vers des énergies neutres en carbone, etc. Donc, en tout cas, il y a une façade qui a changé parce qu'ils ont compris que c'est ça que le citoyen a envie d'écouter, d'entendre et a envie d'acheter. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le citoyen est un réel leader et doit pouvoir montrer avec son portefeuille et ses actions au quotidien que lui refuse un monde destructeur ou une entreprise destructrice ou un monde politique qui ne respecte pas son environnement et même juste les gens qui les entourent. Donc, ouais. Tu parlais de voitures dans ce que tu expliquais juste ici. Je me souviens d'une image un jour de Greta Thunberg qui avait une sorte de sandwich mou triangulaire qu'on peut retrouver dans les aires d'autoroute. Et les gens, donc elle était dans un train, elle le mangeait, et les gens étaient en train de dire mais quelle horreur du plastique à usage unique, etc. Est-ce que toi, on pourrait te voir te balader en voiture, par exemple ? Est-ce que ça peut arriver ? Ça peut arriver, principalement en covoiturage. Mais même, c'est ça. Je pense que c'est plutôt la question d'être parfait, en fait. Si je veux mettre un message en avant, de dire aujourd'hui il faut pouvoir parler du dérèglement climatique, de l'urgence, il faut entamer la transition aujourd'hui, mais que quelqu'un me voit acheter une bouteille d'eau parce que j'ai plus de gourde d'eau entre les genre, va me cracher dessus en disant mais qu'est-ce que tu fais ? Et comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça ? Aujourd'hui, en tout cas le message que j'ai envie de faire passer envers la jeunesse, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait avant d'exprimer son message, avant de mettre un message en avant d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, je et même tous ceux qui sont membres autour de moi du mouvement Youth for Climate ou même peu importe des jeunes qui ont envie de s'engager, évidemment essayent d'être cohérents avec leurs idées et leurs messages. Pourquoi ? Parce que sinon en fait même on ne sait pas bien dormir à la fin de la journée et aussi ces cohérences deviennent en fait des évidences. Aujourd'hui pour moi c'est une évidence de plus pouvoir prendre un avion pour passer un week-end à Milan. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est une évidence pour moi de diminuer ma consommation de viande, voire même être végétarienne vers véganisme. Donc tout ça deviennent des évidences parce que j'ai voulu m'informer, parce que je mets en avant ce message et que si je demande au monde politique aujourd'hui de changer et que je dis justement que c'est le citoyen qui lead, ben je sais que c'est moi au final qui lead. Et du coup, j'ai envie de montrer que moi, j'entame cette transition. Mais sans oublier qu'aujourd'hui, dans notre société, il est impossible d'être neutre en carbone. Aujourd'hui, on n'offre pas cette possibilité-là aux citoyens. Et surtout, si cette possibilité est partiellement offerte, c'est pour les privilégiés qui ont la chance de pouvoir se l'offrir. Et donc ça, évidemment, je pense que c'est pour ça que le combat est non seulement un combat
des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais un combat de justice sociale. C'est parce qu'il faut pouvoir offrir cette transition à tout le monde. Et donc, pour moi, ce combat est encore plus grand que le combat des gaz à effet de serre. Si on avait toute la possibilité de faire cette transition, on y serait sûrement déjà aujourd'hui. Donc, la cohérence, principalement aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une évidence pour ceux qui se battent pour ça, et que ça n'aurait aucun sens pour moi de vouloir venir dire ça aujourd'hui et puis de le lendemain aller me faire des vacances à Ibiza avec mes potes, quoi. Sans forcément vouloir être absolument parfaite non plus, quoi. C'est un peu ça le... Ouais. Je terminerai avec cette dernière question, parce que comme je disais, le temps passe beaucoup trop vite. Quels sont... alors vous avez été un peu invisibilisé, je veux dire, ces 2 dernières années, parce que le mouvement et les marches sont un peu mortes-nées, si je puis dire, au moment où il y a eu le Covid. Quels sont vos prochains objectifs maintenant qu'on peut avoir un peu justement de retour de ces manifestations? Qu'est-ce que vous avez prévu pour relancer la machine? C'est sûr qu'on est de retour. Donc j'espère qu'on peut tous vous voir le 10 octobre dans les rues pour la prochaine grande manifestation pour le climat. C'est un moment clé parce que c'est un moment pour mettre en avant les différentes conséquences climatiques qui s'est passées ces dernières années, et surtout cet été. C'est-à-dire qu'on a fait face aussi nous-mêmes en Belgique à des inondations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, des scientifiques vont dire que soit que c'est directement lié ou indirectement lié au réchauffement climatique, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ces conséquences climatiques, ces catastrophes naturelles s'intensifient et deviennent de plus en plus fréquentes. Et ça, c'est lié au réchauffement planétaire. Et nous aussi, on sera touchés en tant que Belges. Donc, on va devoir, nous aussi, agir et prendre nos responsabilités, non seulement pour ceux qui sont déjà touchés aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement en Belgique, mais pour ceux qui vont commencer à l'être et ceux qui vivent en Belgique. Donc on va faire face à ces conséquences aussi et on ne pourra jamais le nier. Et donc pour ça, il faut demander des actions concrètes aux politiques et aux entreprises. Et encore une fois, comme je disais, le citoyen lead et montre ce qu'il a envie de mettre au centre des discussions. Et donc en sortant dans les rues, par exemple, le 10 octobre, on impose le message du climat au centre des débats. Et on parlait juste encore de cohérence tout à l'heure. Je pense qu'il est aussi très très important évidemment de faire tout son possible en tant que citoyen pour diminuer ses émissions de CO2, mais n'oublions pas que le réel problème aujourd'hui, c'est notre addiction par exemple aux énergies fossiles. C'est cette société qui ne peut pas se passer de la manière dont on vit aujourd'hui, qui est polluante et qui crée un réel dérèglement climatique. Et du coup, il va falloir des actions qui dépassent les petits pas. Et ça, le citoyen peut montrer l'exemple, mais ne pourra pas aller jusqu'au bout. D'ailleurs, une étude française qui montre que si tous les citoyens français changeaient leurs habitudes du jour au lendemain, eh ben, il y aurait seulement un tiers des émissions qui seraient plus émises dans l'atmosphère. Parce qu'il faut réellement qu'on ait les entreprises et le politique avec nous. Et donc, c'est pour ça que les actions, entre autres, à travers les manifestations, nous permettront d'aller chercher ces 2 tiers qu'il nous faut aussi pour réellement changer. Donc il y a le 10 octobre. Ce vendredi-ci, il y a aussi une grève, alors principalement sur les réseaux sociaux pour des raisons diverses, mais il y a des actions qui arrivent. Il y a la COP26 qui est cruciale, qui arrive en novembre. Et donc il y a des moments clés qui arrivent. Donc n'hésitez pas à suivre le mouvement pour avoir plus d'infos, quoi. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Adélaïde? Je vous donne la parole. Merci beaucoup et félicitations pour votre combat, c'est très honorable. Comme vous savez, dans ce bas monde, il y a, dans le monde occidental, il y a des pays qui sont leaders et d'autres suiveurs. Et principalement les États-Unis, avec les institutions Bretton Woods, font les règles économiques et commerciales. Quels sont les messages que vous avez pour ces organisations internationales comme le FMI, qui est la police financière internationale, et la Banque mondiale? Parce que c'est elles qui font quelque part, qui régissent la réglementation que nous devons subir ici. Mais si je me souviens bien d'un message que la Banque mondiale avait mis en avant, c'est qu'il fallait faire face au dérèglement climatique et qu'ils avaient besoin d'aide de la part du politique pour les encadrer et pour leur permettre d'atteindre cette transition eux aussi. Je pense qu'aujourd'hui, dans le niveau de l'entreprise ou dans le milieu
dans le milieu des secteurs financiers, etc., ils n'ont pas le choix de comprendre qu'il va falloir transitionner. Comme je le disais, l'action va nous coûter moins cher que l'inaction. Et ça a été prouvé scientifiquement et selon des recherches que si on continue comme ça, le coût des conséquences climatiques va nous coûter tellement cher qu'on ne pourra même pas y faire face, on n'aura pas l'argent. Donc aujourd'hui, changer, c'est bénéfique aussi du côté économique. Quand on regarde aussi ce qui a été mis en avant encore par un autre rapport qui est sorti récemment, c'est que la Belgique va entre autres gagner au niveau de l'emploi, de la transition vers une société neutre en carbone. C'est-à-dire qu'en 2030, il y a encore 80% des emplois qui vont devoir se créer. Donc c'est-à-dire qu'il y a 80% des emplois en 2030 qu'on ne connaît pas encore, qui doivent être créés. Ça veut dire qu'il faut être créatif et qui vont la manière dont, encore une fois, dont on va vivre et donc la manière dont on va travailler va complètement changer. Et donc ce message envers eux, c'est de dire on va devoir changer, on va devoir le faire. Maintenant, c'est des intentions politiques à un niveau international aussi. Et donc, on a besoin de vous et on doit pouvoir le faire ensemble pour y arriver. Et surtout, on a besoin d'argent, entre autres aussi. Donc, on a besoin de vous. Ouais. Je crois que je me suis mal exprimé. Le politique belge, quand vous allez lui dire qu'il faut changer, il faut évoluer, certains d'entre eux vont vous dire « mais nous dépendons de règles internationales et donc d'institutions internationales qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir réaliser nos objectifs. » Alors, quel est le message concret que vous avez par rapport à ces structures internationales du style FMI, Banque mondiale, parce que c'est elles qui définissent le cadre d'action du développement aujourd'hui. Et donc, certains politiques de petits pays vont vous dire « mais nous voulons bien le faire, mais nous sommes coincés par la réglementation qui nous oblige de faire autrement. » Donc, il faut toucher pas uniquement le politique local, il faut aussi toucher les institutions qui régissent les règles économiques et financières. C'est fondamental, je vous le dis pour vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a l'importance d'un message international aussi de la part de notre mouvement, pour pouvoir toucher des institutions internationales. Le mouvement Fridays for Future, donc des Jeunes pour le climat international, en fait, fait des actions en même temps, c'est-à-dire par exemple ce vendredi, où dans tous les pays où se trouve le mouvement, donc, entre autres dans plus de 190 pays, il y aura des actions pour mettre en avant le dérèglement climatique et pour imposer le message. Quand on impose le message dans toutes ces nations-là, le message doit sortir à un niveau international. Il sera présent et il y a juste, pour nous en tout cas, notre meilleure force d'action, notre meilleur moyen d'action, c'est d'aller imposer ce message dans un maximum de pays du monde entier. Et c'est pour nous, en tant que jeunes étudiants du monde, le meilleur moyen d'aller toucher ces institutions sans y avoir accès. Donc c'est la réponse la plus concrète que je peux offrir. J'ai vu une main qui s'est levée là-bas. Ouais, peut-être terminer avec cette dernière question-là, du coup. Qu'est-ce que tu attends du COP26 ? Qui se déroule dans pas longtemps, dans quelques jours. Hein. Donc en début novembre, la conférence organisée par les Nations Unies sur le climat, qui est annuelle. Moi, personnellement, je n'y attends pas grand-chose parce que c'est la fin d'un processus. Il y aura pas nécessairement de rehausse d'ambition. On va surtout discuter des points et des virgules dans les phrases qu'on va mettre en avant. Et donc, il n'y a pas des réels changements qui vont se passer. Et en tout cas, en regardant les dernières COP, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais par contre, ce que personnellement j'attends, c'est en fait un moment fort qui nous permet, encore une fois, d'imposer le message à un niveau international. Parce qu'à ce moment-là, pendant ces 2 semaines-là, on va devoir parler de climat. Nos leaders politiques seront obligés de répondre à des attentes, à des questions. Et donc, ça les oblige à mettre en avant un message qui
ne mettent pas nécessairement en avant pendant l'année. Et puis pour des jeunes comme moi, ça nous permet de retrouver, d'avoir un endroit où on peut retrouver d'autres jeunes actifs dans le monde entier et de pouvoir réellement créer une stratégie pour l'année d'après. C'est un peu le moment pour nous, pour notre mouvement, de se reconnecter avec plein d'autres et de créer des coalitions avec d'autres mouvements du monde international. Merci beaucoup pour c'était intense en tout cas cette conférence. Mais merci surtout d'avoir d'être tout de même venu malgré ta voix. J'ai l'impression qu'elle est revenue au fur et à mesure de tes réponses, donc c'est parfait. Je pense qu'on peut applaudir du coup Adelaide Charlier pour son intervention. Une dernière question peut-être. Moi, je ne veux absolument pas monopoliser le débat ici, mais si j'ai une demande à exprimer, c'est pas une question. Quand vous voyez toutes ces organisations internationales ont toujours lieu dans des villes, dans des capitales de pays riches, c'est quand même curieux de parler d'environnement à Paris. J'aurais tellement aimé que les jeunes puissent mettre en avant le fait qu'on puisse parler d'environnement dans le pays qui en ont réellement besoin. Je ne dis pas que les pays occidentaux n'en ont pas besoin, mais par exemple comme les pays africains. Quand on voit ce que des conférences internationales génèrent comme emploi, si on pouvait déjà investir dans des pays africains par exemple, ça aurait plus de sens et ça pourrait aussi les aider à développer de l'emploi dans le pays même. Voilà, moi je m'adresse à cette jeune-là qui, j'espère, pourra, si elle est d'accord, faire passer ce message. Tout à fait d'accord. Si je peux peut-être réagir. La COP25 devait se dérouler au Chili. Et du coup, c'était un moment très, très important pour nous. D'ailleurs, j'ai traversé l'Atlantique en voilier et après, normalement, je devais traverser l'Amérique du Sud en bus pour pouvoir atteindre la COP. Mais elle a été déplacée pour raison des questions de mouvements sociaux au Chili, et elle a été déplacée à Madrid, ce qui n'avait aucun sens pour nous parce que pour nous elle devait se dérouler en Amérique du Sud, là où aussi, entre autres par exemple au Brésil, on devrait pouvoir parler du climat. Ce serait pour moi un pays essentiel, et donc c'est un message qu'on a mis en avant à ce moment-là en disant nous devons absolument organiser ce genre de conférence internationale où le monde politique du monde entier se rejoint pour parler de ses ambitions dans des pays où on voit déjà le dérèglement climatique, les conséquences du dérèglement climatique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et on va continuer à faire passer ce message. T'as redéposé le micro, ça veut dire que c'est fini.